Oui, donc on avait prévu d'avoir Charles O'Haron. On va voir s'il est avec nous. Quoi qu'il en soit, dans cette dernière partie de notre émission, dédiée aux luttes pour sauver la SNCF et empêcher sa privatisation, nous avons prévu d'aborder deux sujets pour terminer. Le premier, c'est bien sûr cet exemple anglais avec Charles, s'il est avec nous, bien entendu. On va attendre de voir s'il est avec nous. Apparemment, on me fait signe qu'il pourrait être là. Charles, est-ce que tu es avec nous? Oui. Ah, ben voilà. Ça arrive, Charles. Charles, si on t'a demandé, encore une fois, de nous faire l'amitié de venir dans ce forum des luttes, c'est pour nous donner un exemple, notamment celui de ce qui s'est passé chez nos amis britanniques avec la privatisation du rail. Est-ce que tu peux, aux auditeurs du forum des luttes, aux auditeurs français, témoigner de ce qu'a été l'expérience de cette privatisation? Et je te laisse en compagnie de Nathalie, de Saïd et de Laurent. Bonsoir Charles, c'est Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Et Laurent aussi te souhaite bonsoir. Saïd aussi, voilà, bienvenue au forum. Alors voilà, par où veux-tu commencer? D'abord, de quelles années parlons-nous? À quelle époque le rail britannique a-t-il été privatisé? Et puis de quelle manière ça s'est fait? Très vite. Alors très vite, ce qu'avait expliqué à Durban au congrès de la FSM le camarade des chemins de fer britanniques, c'est suite aux périodes de Thatcher, où la mode était à tout privatiser, tout libéraliser. Et donc, c'est de cette période-là que l'on fait les plus grandes privatisations, qui se sont poursuivies après, jusqu'au moment où le résultat était tellement catastrophique, qu'ils se sont arrêtés, et qu'ils ont renationalisé une partie pour pouvoir refaire rétablir un réseau qui tourne à peu près, mais il y a eu de nouvelles reprivatisations pour arriver aujourd'hui à un résultat qui est mauvais, et en termes de services rendus, et en prix pour les usagers, et en conditions de travail des salariés. En qualité aussi, en sécurité? Et en sécurité aussi, puisque on avait vu il y a quelques années de ça les accidents qu'il y avait eu. Alors, bien sûr, on va pouvoir nous rétorquer qu'en France aussi, il y a des accidents, mais justement, quand il y a des accidents en France, c'est par manque d'entretien du service public et parce qu'on n'écoute pas les cheminots quand ils parlent sur cette question-là. D'accord. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, moi, je lis dans la presse assez régulièrement que les Britanniques demandent la renationalisation. Est-ce qu'elle serait possible, tel que ça a été privatisé, parce que c'est peut-être pas le même schéma que... Est-ce que d'abord c'est Oui. C'est juste une question de volonté politique. Je ne sais pas, dans la presse, il est paru assez régulièrement là, ces derniers temps les tarifs d'un abonnement mensuel au transport ferroviaire. Il faut savoir que, alors qu'à Paris c'est 75 € par mois, à Londres c'est 368 € par mois. 368 € ou livre sterling? Il me semble qu'il n'y a pas l'euro à Londres. Oui, en équivalent, en équivalent en euros. Merci Charles. En équivalent d'euros, bien sûr. Et donc, ce qui veut dire, en tout cas, c'est très onéreux pour les Anglais. Et pour renationaliser, c'est qu'une question de volonté politique. Il suffit que le pouvoir dise, on exproprie les compagnies qui ne font pas ce qu'elles devaient faire, ou tout simplement parce que le transport, c'est quelque chose qui appartient à la nation et qui doit être géré par la nation. Et du coup, l'entreprise devient nationale. Hein. C'est ce qui s'est passé en 1945 quand il y a eu une nationalisation. Oui, bonjour Charles, c'est Laurent. Je voulais te poser une question parce que de ce que je vois, moi, déjà la SNCF aujourd'hui qui sépare chaque activité entre elles, on voit déjà que entre les grandes lignes et les trains du RER, des fois, comme ils ne se parlent pas, ça cause des cafouillages, des cacophonies qui ont pour conséquence des retards aux usagers ou des mauvaises informations. Je me demandais, quand il y a plusieurs entreprises privées ferroviaires qui sont dans une même gare, comment ça se passe? Eh bien alors, ce que nous disait le camarade qui était à Durban, là, au congrès de la FSM, c'est que justement, la concurrence est telle que c'est aussi une cause d'accident et aussi une cause de mauvais service. Parce qu'au lieu de prendre le train qui est le plus rationnel pour faire le transport, on va faire confiance à la concurrence, quitte à desservir les usagers et quitte à desservir la sécurité.
D'accord, Charles. Mais est-ce que ces concurrents en Angleterre, parmi eux, certains sont rentables, dégagent des profits pour leurs actionnaires, chéris? Quand on parle de service public, on ne parle pas de rentabilité. Voilà. C'est un principe. Si on veut que les trains soient rentables, il faut qu'ils circulent de 9h à midi, de 14h à 17h. Et qu'ils s'arrêtent de circuler le dimanche et la nuit. Voilà. Un service public, par nature, il n'est pas rentable pour des capitalistes, il est rentable pour la population, pour un service qu'il rend. D'accord, mais moi je te parlais bien du service public privatisé d'Angleterre. Hein, Ah ben oui, d'accord, mais là, c'est comme Corsica Ferry chez nous, c'est-à-dire qu'effectivement, les lignes qui sont rentables, celles-là, pour les capitalistes, oui, elles sont exploitées. Encore, qu'elles sont rentables, ce que nous disaient les copains, c'est que les trains sont surchargés. D'ailleurs, je pense que si vous connaissez des copains anglais, ils peuvent vous confirmer que les trains sont bien remplis. C'est comme quand chez nous, ils remplissent les TGV en surréservation pour rentabiliser, et que là, on a une gestion privée d'une entreprise publique. Et par contre, ils ont abandonné, évidemment, tout un tas de petites lignes qui desservaient la campagne anglaise, comme ils veulent le faire chez nous, avec les TER, aux dépens des TGV. Alors, moi, c'est Saïd. Je voudrais juste... j'ai bien aimé ta position de dire, le service public, il n'a pas un but lucratif, mais il a bien un but de service public. Et moi, toute l'année, en fait, quand j'écoute les médias, j'entends la SNCF, les clients. Et dès qu'on y arrive à un moment où il y a la grève, on devient des usagers du service public. Donc voilà, les usagers sont pris en otage. Vous avez tout à fait raison d'applaudir. Moi, je me rappelle qu'il y a des années de ça, il y a presque 30 ans, on se battait avec un chef d'EDF bien formaté, parce que nous, on disait qu'on était des usagers, et lui disait qu'on était des clients. La dispute avait duré 1 heure. Voilà. Et on est tout à fait là-dessus, cette conception-là. Mais quand on prend chacun de nous le métro à minuit et qu'il n'y a pas grand monde dans la rame, on est bien content qu'il y ait le métro. Et c'est sûr qu'on ne se pose pas la question de combien il coûte quand on n'est que de 5 dans la rame au lieu de, par rapport aux heures de pointe, bien sûr. Charles, écoute, en tout cas, on te remercie de cet éclairage. On tient toujours à avoir cet éclairage international dans nos débats. On va entamer... Juste une chose que je voudrais rajouter, excusez-moi. Vas-y. C'est qu'on a en Angleterre le même phénomène qu'en France, c'est-à-dire que ils ont mis des lignes de cars pour remplacer les trains, et elles sont déficitaires, comme les cars Macron en France.